Bonjour, je m'appelle Wayne Bodkin, je suis un thérapeute familial, je suis en cabinet privé ici à Montpellier et je suis aussi un membre associé du CRIABS Languedoc-Roussillon au CHU de Montpellier. Je suis rechercheur, un chercheur, et donc researcher, comme on dit en anglais, j'ai publié une thèse sur les femmes qui sont violentes dans le couple et comment ces femmes comprennent cette violence. Mais en tant que thérapeute familial, je m'intéresse à la prise en charge des personnes. Quelle est l'approche la plus efficace pour ces femmes qui sont des femmes auteurs de violences sexuelles? Mais tout d'abord, il me semble que nous devons en savoir un petit peu plus sur elles. Donc, l'âge moyen de ces femmes auteurs est entre 26 et 32 ans. Environ un tiers, 33%, sont en couple permanent, c'est-à-dire Pax, mariage, etc. Mais que savons-nous de leur enfance, l'enfance de ces femmes auteurs de violences sexuelles? La chose qu'on sait, c'est d'ailleurs pareil pour la recherche que j'ai amenée moi-même auprès des femmes violentes, c'est qu'elles ont subi beaucoup de violences dans leur enfance et adolescence. La majorité d'entre eux avaient des antécédents de violences physiques, ce qui est entre 50 et 90%. Les victimes, elles étaient aussi victimes d'agressions sexuelles, et ça, c'est entre 60 et 100%, ça dépend de la recherche qu'on regarde. Et aussi des questions de toxicomanie en lien avec un ou plusieurs parents. Ces femmes ont souvent très peu de confiance de soi-même, et souvent l'alcoolisme et la toxicomanie ont commencé au début de l'adolescence. Mais quelles sont les propositions qu'on peut faire pour le regroupement familial et aussi le futur contact avec les enfants? Mais qu'est-ce qu'on sait sur ces femmes? Est-ce que quand elles sortent d'une situation d'incarcération, par exemple, est-ce qu'elle va être en contact avec les enfants? Ben oui, bien sûr. C'est la réponse. 60% des femmes incarcérées actuellement ont des enfants, de moins de 16 ans. Et donc, les femmes qui ont agressé sexuellement des enfants ont souvent aussi commis d'autres formes de maltraitance. Donc, vous voyez, il y a cette forme de violence, cette forme de maltraitance qui est vécue pour cette femme-là. La question que je me pose, en revanche, c'est comment on va réintégrer ces femmes dans notre société. D'abord, pour ces femmes, il y a une stigmatisation du délinquant sexuel qui est pire pour une femme que pour un homme. Je pense que c'est lié avec le fait que la représentation sociale dans notre société, c'est que maman est bonne. Et donc, d'avoir une femme qui dise j'ai commis des actes de violence sexuelle, ou d'avoir quelqu'un qui pointe le doigt, c'est extrêmement difficile pour elle, peut-être plus que pour un homme. Les interventions donc qu'on fait en termes thérapeutiques doivent être faites au niveau de traumatisme pour beaucoup entre elles, parce qu'il y a eu un vrai traumatisme qui n'était pas traité quand elles étaient jeunes, enfants ou adolescents. Ces agressions sexuelles en tant que victimes est pour nous un traumatisme de l'ordre majeur. Il faut qu'on encourage pendant le traitement, la prise en charge, le développement de bien-être et de la résilience. Et on voudrait aussi traiter les interrelations entre ces traumatismes et les relations malsaines. Et ça, on va tenter de faire avec cette prise en charge utilisant la thérapie familiale systémique. Donc, évidemment, je ne voudrais pas diminuer le rôle qui va jouer aussi la prise en charge individuelle ou en groupe, mais ce n'est pas la même chose que nous, on propose avec la prise en charge de thérapie familiale. Donc, il y a des choses aussi, je voudrais simplement souligner avant de lancer dans la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, le traitement mixte
entre auteur homme et auteur femme. Je pense qu'il faut éviter ça, vraiment. Ça pose beaucoup de questions. Pourquoi on continue de le faire? Et je sais, malheureusement, en France, nous sommes encore là. Il faut un traitement individuel et ciblé pour les femmes et pour les hommes, et pas ensemble. Les approches aussi qui sont utilisées, quelquefois une approche conflictuelle, ça ne marche pas. Et donc, je pense aussi qu'il faut qu'on évite l'utilisation des outils d'évaluation qui sont validés uniquement sur les hommes. Pourtant, on utilise encore, souvent j'ai entendu l'utilisation de ces outils pour des femmes, malgré le fait que ces outils n'étaient pas validés. Donc, la prise en charge familiale. Donc, de commencer le contexte, bon, la famille est souvent le principal support social et affectif. L'objectif principal c'est de mettre en place une thérapie familiale qui est systémique et qui est brève. Et l'objectif secondaire, c'est la recherche. Je pense que c'est quelque chose que on aimerait de mettre en place avec les propositions qu'on fait. Il y a des indications, donc les indications sont les suivantes, sont par exemple, hop, si je peux faire marcher mon petit, hop, non, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, les indications, pardon, excuse-moi, sont le suivi psychiatrique et psychologique. Ça veut dire une évaluation qui est faite par des collègues que la femme peut entamer une thérapie familiale systémique. Il y en a aussi les contre-indications. Et donc, on pense, par exemple, à l'interdiction juridique qui peut être en place de communiquer avec la famille. Il peut y avoir un refus d'un membre principal de la famille et aussi la pathologie psychiatrique aiguë décompensée. Évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas avancer avec cette approche familiale, thérapie familiale. Mais qu'est-ce que c'est les intérêts pour utiliser cette approche, cette prise en charge? D'abord, il y a un intérêt clinique. On voudrait agir sur le plan systémique, c'est-à-dire le fonctionnement de la famille. Je vais aller plus en détail plus tard dans cette présentation. Deuxièmement, scientifique, l'impact de la thérapie familiale systémique sur le patient et sa famille. On vous dit savoir qu'est-ce qui se passe et aussi noter tout ça au niveau de notre recherche qui manque énormément aujourd'hui. Et finalement, la formation. Il faut qu'il y ait le développement et un renforcement des compétences dans le domaine de la prise en charge par des patients pour une thérapie familiale. La thérapie systémique, c'est quoi? Donc, l'objectif que nous avons, c'est de comprendre la fonction du symptôme de ça qu'on nomme le patient identifié. Donc, il y a une raison pourquoi le patient est fonctionné comme ça. Et dans ces cas-là, on peut même demander pourquoi il y a eu une agression sexuelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet symptôme, si je peux dire ça, et surtout si c'est dans le contexte de la famille. Donc, on voudrait comprendre pourquoi et comment, qu'est-ce que ça sert. Donc, les actions, c'est qu'on va travailler sur la structure, donc de savoir pourquoi, comment ça fonctionne et de dire si on peut changer les choses dans cette structure. Et on va regarder aussi les conflits qui sont intériorisés de génération en génération. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les problèmes de transmission intergénérationnelle et aussi le secret de famille. Ces secrets des familles qui sont extrêmement lourdes et lourdes à porter pour tous les membres de la famille. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Ensuite, on va élaborer une hypothèse qui est liée avec les informations qui sont données par des patients identifiés et sa famille.
et de voir qu'est-ce que c'est nos hypothèses à nous. Et donc, pour avancer cette situation et pour essayer de donner plus de confiance, de donner un nouveau manière de fonctionner dans cette famille. L'approche qu'on utilise est systémique, mais on est aussi pas contre une approche psychodynamique, psychanalytique. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre les deux approches? En gros, on dit que la psychanalyse va chercher la cause de le symptôme. Qu'est-ce que c'est la cause? Pourquoi il y a eu ce symptôme? Et en systémie, on va chercher à quoi ça sert le symptôme plutôt que la cause. Je pense que les deux sont possibles. On peut faire ce travail et souvent, quand nous sommes en train de regarder à quoi ça sert le symptôme, bien sûr, on réalise la cause aussi. Donc, les deux sont interreliés, si vous voulez, dans notre approche. La famille. La famille, c'est quoi? Donc, c'est un système relationnel avec les frontières qui sont plus ou moins perméables. Et il faut pas oublier que dans toute famille aussi, il y a des sous-systèmes. Ces sous-systèmes qui existent, qui peuvent être entre les différents membres de la famille et les alliances qui peuvent se former entre les membres de la famille ici. Si on regarde notre postulat, c'est que les forces du changement se situent dans le système familial. Et donc, un changement dans un seul membre va affecter toute la famille. Donc, c'est l'intérêt du système à sa plus simple pour vous de saisir et de comprendre. Donc, c'est comme un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu ces jeux où on tape une chose et ça transfère l'énergie, les autres objets dans les jeux. Et donc, c'est exactement le même postulat qu'on utilise. Mais qu'est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, les relations sociales, familiales sont stables. Donc, dans ces cas-là, peut-être on peut regarder une approche qui est individuelle. Mais là où les relations familiales sont instables, je pense que la thérapie familiale a quelque chose à apporter. Donc, c'est un élément qu'on peut regarder pour ça. L'autre question que nous avons souvent qui sont postulées, c'est quoi la différence entre une approche de thérapie familiale et une approche des groupes, la prise en charge des groupes. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qui viennent de mon esprit. Un, c'est un sanctuaire. Donc, je pense que les groupes, les thérapies de groupe, c'est vraiment un sanctuaire. C'est où les membres, avec des choses en commun, la même problématique, si on peut dire que ça, partagent leur expérience, etc. Et c'est comme un sanctuaire, le rendez-vous chaque 15 jours, chaque mois ou chaque semaine. Et donc, voilà. Les familles, en revanche, n'ont pas cette approche-là parce que la famille, c'est aussi quelque chose qui est toujours en bouillissement, toujours des questionnements, et on est avec la famille tout le temps. Ou avec les groupes, on n'est pas tout le temps là. Ça va pas suivre la personne à la maison, mais la famille, oui, la famille est toujours là. Et aussi, je pense, dans un groupe, la thérapie de groupe, c'est une question des égos versus des énigos. Les énigos, c'est les familles, les enfants, les personnes donc, dans notre famille qui va poser des questions, qui va réagir avec les situations et qui va avoir un impact sur vous. Donc, tout le temps. Ensuite, si on regarde ici, on peut regarder les différents liens qu'il peut faire entre un grand-père, une grand-mère, le père, le mère et bien sûr les fratries. C'est quoi ces liens qui existent? On peut voir que ça devient assez compliqué quand on commence à regarder toutes les interactions qu'il peut avoir et donc, sans parler de les sous-groupes, sous-systèmes grand-parental, le sous-système parental et bien sûr le sous-système fratrie. Donc, c'est une représentation d'un système familial et que vous pouvez le voir ici dans cette illustration, c'est extrêmement complexe, même avec seulement 6 personnes dans ces groupes-là.
Le génogramme, c'est un autre outil qu'on utilise. Il y a d'autres aussi, mais je voulais souligner ça. Je trouve c'est intéressant comme outil quelque part pour comprendre comment fonctionne la famille avec les problématiques. Je pense récemment à une famille gitan que nous avons eu, une grande famille, et où on a compris beaucoup de choses, comment les enfants voient leur famille, leurs parents, les oncles, les tantes, et très honnêtement, quelquefois, c'est tellement complexe, c'était intéressant de voir qui est qui et comment tout ça fonctionnait. Un autre élément dans le prise en charge de thérapie familiale, c'est la communication paradoxale. Donc, la communication paradoxale, c'est quelque chose qui est assez complexe. Si on regarde, c'est vraiment vu que la personne a le sentiment que quoi qu'il fasse, il ne peut pas choisir la bonne réponse. Alors, Bateman a regardé ça en premier temps, je crois, dans les années 60-70, tout au début de les années, début de la thérapie familiale systémique. Et il a vu que dans les patients schizophrènes, cette situation était toujours présente dans le fonctionnement des familles. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de on ne peut pas avoir un vrai communication parce que quoi que je fais, c'est pas bon, quoi. Et donc, c'était nommé le double contrainte, hein, le double bind, the double bind, comme on dit en anglais. Donc, le secret des familles, c'est les autres choses qu'on voit souvent. Le secret des familles peuvent engendrer des énormes souffrances et de douleurs émotionnelles. C'est une tâche très lourde que de porter un secret de famille. Et c'est quelquefois que dans les thérapies familiales est souvent mise en place, on parle et on peut changer cette approche pour la famille et le dysfonctionnement dans la famille. Le premier objectif de la phase qu'on prend en charge une famille, c'est de rester simple d'abord, en formuler les hypothèses. On va autoriser l'interaction. Oui, vous pouvez faire ça, c'est possible de faire ça. On va recadrer, contester et restructurer. Ça, c'est une autre chose qu'on fait absolument dans notre approche. Et on va assigner les devoirs. On est très interactif et on va proposer que la famille va faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Par exemple, peut-être d'être ensemble et de parler, de donner la parole à tout le monde pendant 2 minutes qu'ils n'ont jamais fait clairement, sans que tout le monde interrompe, etc., etc. Et ça inclut les enfants. Les autres objectifs, c'est de rejoindre, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'extérieur, mais on rejoint la famille, on rentre dans cette famille, on fait partie de la famille. C'est ça l'objectif. Donc, pour qu'on puisse évaluer vraiment qu'est-ce qui se passe, évaluer le problème qu'on voit dans les familles et finalement d'explorer des problèmes spécifiques et chercher une tentative de solution. Et finalement, évidemment, de développer les hypothèses sur les choses qui sont présentées. On va, avec nos objectifs intermédiaires, encourager que la famille a une responsabilité, que chacun a sa responsabilité. Et aussi, on va utiliser leurs compétences. C'est fascinant quand on travaille avec ces familles-là de réaliser, ils ont des compétences. On peut dire, oui, vous pouvez le faire. C'est très bien. Et de ne pas focaliser sur les choses qui sont pas possibles, mais plutôt qui n'ont pas marché dans le passé, mais on va constater les choses qui peuvent marcher ou qui a marché déjà dans le passé, donc dans lesquelles les familles savent qu'ils ont ces compétences. Finalement, la conclusion du travail, c'est que on va voir qu'il y a un temps pour la famille d'évaluer le progrès, hein, donc il va dire oui, les choses ont changé, c'est mieux, on voit bien qu'il y a eu des changements, que la famille peut voir qu'il y a les avantages
qui sont, on va demander qu'est-ce que sont-ils, est-ce qu'ils sont visibles ailleurs? Par exemple, on peut dire oui, j'ai trouvé qu'avec mes amis, avec le travail, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, il y a des choses autour d'eux qui disent oui, il y a eu un changement qui marche. Et finalement aussi, on va dire qu'il y a une question tout simple, est-ce qu'ils sont satisfaits, oui ou non, est-ce que vous êtes satisfait avec les changements que vous avez introduits? Et finalement, une stratégie d'immunisation, excusez-moi, une préparation, et si vous voulez, à la rechute. On sait bien que rien n'est parfait et qu'il peut y avoir ces genres de rechute, c'est possible de toute façon. Donc, et je voudrais terminer juste quelques éléments sur la possibilité des choses qui sont, il faut jamais oublier avec ce sujet des femmes auteurs, des choses qui sont vraies ou faux. L'agression sexuelle par des femmes est rare, faux. Les femmes commettent des agressions sexuelles parce qu'elles sont mentalement dérangées, c'est faux. Et les femmes commettent des agressions sexuelles parce qu'elles sont contraintes par le partenaire masculin, aussi faux. Bien sûr, il y a des éléments là que ça existe, mais globalement, je suis désolé, la recherche démontre que c'est faux, faux, faux. Et finalement, j'ai déjà dit, il n'existe aujourd'hui aucune mesure validée pour évaluer le risque de récidive sexuelle, agression sexuelle chez les femmes. Donc, je voulais conclure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez mon mail en haut d'écran. Donc, et ce sera avec plaisir de vous voir, de parler avec vous. Donc, toutes les questions sont des bonnes questions et donc j'accepte tout. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et à plus tard pour le tableau.